Bonsoir et bienvenue au Musée McCord. Je me présente Maria Luisa Romano, chargée de projet aux activités culturelles du Musée McCord. Au nom de l'équipe du musée et de celle d'Héritage Montréal, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette deuxième conférence de la série 2017-2018 des échanges urbains, une 6e édition de cette collaboration du musée et d'Héritage Montréal. La série, comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, réunit 4 fois par an des penseurs et des bâtisseurs de la métropole qui partagent leur point de vue sur des thèmes urbains qui touchent les Montréalais. Encore une fois, cette année, nous avons le plaisir d'entendre des conférenciers ainsi que le public présent s'exprimer et débattre sur des enjeux variés, ancrés dans l'actualité, chantier et design, divertissement et développement des quartiers, diversité culturelle et urbanisme. Les conférences sont animées par Dinu Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, et suivies d'un échange avec le public. Et vous êtes toujours invités à poursuivre informellement la discussion dans l'atrium autour d'un vin de l'amitié dans 1h30 environ. Please note that tonight's presentation will be in French and you are invited to participate to the question period in both languages. We also invite you to enjoy the cocktail in the atrium after the lectures. Nous tenons tout d'abord à remercier et à vous présenter les 3 conférenciers qui échangeront ce soir autour d'une question qui est fortement ancrée dans l'actualité et dans le quotidien des Montréalais. Montréal en chantier, une occasion de design. André Poulain a fait une carrière en consultation spécialisée en ressources humaines et en rémunération durant 30 ans. Puis, en 2004, il a été nommé directeur général de Destination Centre-Ville, une organisation qu'il a fondée. Pour développer son expertise en matière de gestion de centre-ville, il participe régulièrement à différentes rencontres professionnelles aux États-Unis et en Europe. Il a été secrétaire général du Réseau international des quartiers d'affaires et du développement durable. Il agit aussi comme président de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal et du mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. De plus, il siège sur différents comités et tables de concertation où sont traités différents enjeux liés au centre-ville. Jean Baudouin est titulaire d'un baccalauréat en architecture de l'Université de Montréal et d'un diplôme en génie civil spécialisé en infographie de l'École polytechnique de Montréal. Il est membre de l'Ordre des architectes depuis 2012. Il est aussi membre de la Société des designers graphiques du Québec depuis 2014. Il a aussi reçu plusieurs prix, dont en 1996 le Royal Architectural Institute of Canada Students' Medal pour le meilleur projet de thèse. La même année, il fonde le collectif Nomade et devient 2 ans plus tard président et associé principal de la Société Nomade Architecture. M. Baudouin cumule 22 ans d'expérience en mise en espace, en architecture et en design urbain. Durant ces années, il s'est impliqué dans la communauté du design, entre autres en tant que membre du conseil d'administration de l'Ordre des architectes du Québec. Comme concepteur, il a dirigé plusieurs projets d'importance, dont celui du quartier des spectacles, et compte plus de 25 projets récompensés dans des concours nationaux et internationaux. Notre 3e invité, Patrick Marmen, est chercheur pour la chaire UNESCO en paysage et environnement et chargé de cours en architecture de paysage à l'Université de Montréal. Il s'intéresse aux enjeux de préservation et de mise en valeur de développement des paysages. À ce titre, il a participé à de nombreuses études de caractérisation des paysages au Québec comme ailleurs. Il coordonne également des projets d'innovation qui cherchent à définir la valeur stratégique du design dans la planification des projets urbains. Parmi ces projets récents, notons la stratégie d'aménagement des espaces extérieurs des habitations Jeanne-Mance à Montréal. Il est co-auteur du livre Yule Montréal, Paysages en mouvement, lauréat en 2016 d'un prix national d'excellence de l'Association des architectes de paysages du Canada. Son intérêt pour le design de chantier remonte à 2012, alors qu'il développe un projet d'atelier sur cette thématique afin de contribuer à l'exposition Empathy City. Bien que jamais réalisée, celle-ci a fait naître une réflexion l'ayant mené à participer au colloque « Quel chantier ?», tout à fait dans le thème de la soirée, de la Ville de Montréal, comme rapporteur. Nous sommes ravis de les recevoir tous les 3 ce soir, et avant de leur laisser la parole, je passe maintenant le micro à Dinu Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, qui introduira le sujet et animera la discussion avec nos invités de ce soir. Merci et bonne soirée. Merci, Maria-Louisa. Merci au McCord à nouveau pour nous accueillir et félicitations à tout le monde qui a bravé le phénomène désormais très parisien de la tempête de neige. Voilà. Que nous savons traiter avec nos hordes de mécanosaures qui créent ce ballet spectaculaire du chantier de déneigement. Des fois, pas toujours à temps, mais quand même. Alors, la question ce soir, ça va être les chantiers. On veut les aborder dans une perspective qui est différente de
la discussion ponctuée d'injures et de termes liturgiques associés à la fonctionnalité, la propreté ou la durée des chantiers. On veut peut-être aborder ça sous un angle plus créatif. Vous savez, c'est une métropole culturelle ici à Montréal et dans quelques mois, on va avoir un rendez-vous pour faire le point sur cette question à nouveau pour les prochaines années. Mais avant ça, un quiz. Vous savez, à Héritage Montréal, comme au Musée Becord, on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse à Montréal et on s'intéresse à la réalité concrète. Alors, qui ici sait où est la rue Barrée? Hein? Hein? Bon, je vois qu'il y a beaucoup de créativité dans la salle, mais peu de science. Hein? C'est toujours ça. On se croirait en campagne électorale ici. Mais la rue Barrée, il y en a deux, en fait. Il y en a une qui est dans le sud-ouest, juste au sud de la rue Notre-Dame, près du campus de l'ETS. Hein, vous allez voir ça. C'est d'ailleurs très intéressant. Il y a quelques années, je donnais une visite à une architecture, célèbre architecture d'Héritage Montréal dans le secteur. Puis je parlais j'étais dos à cette rue et les gens ont soudainement commencé à s'esclaffer parce que c'était la rue Barrée avec un signe trottoir barré dessus. Voilà. Donc, vous voyez, l'humour est toujours, mais également le 8 février 1949. Donc, demain, ce sera un anniversaire à souligner d'une manière très, très, très digne. À Saint-Laurent, on désignait la rue Barrée officiellement dans la toponymie de la municipalité de Saint-Laurent pour souligner la mémoire non pas un tanneur comme dans le cas du Sud-Ouest, mais un prof de philo. Alors, c'est un prof de philo qui devient une rue Barrée, vraiment. Ayons un autre séminaire là, sur cette question. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même l'anniversaire de Thomas More. Alors, today is the birthday of Thomas More, the man who was the Chancellor of England and the philosopher who developed the concept of utopia. So maybe les chantiers montréalais is a form of utopia. We will find out today. And we will have the total answer to this very profound question, can we survive together and thrive actually? Blague à part, ceci est le deuxième échange urbain de notre 6e cycle avec le Musée McCord. Peut-être étiez-vous là en octobre dernier lorsqu'il y a eu le premier échange sur le thème de l'éclairage urbain, où on a eu une des personnes qui a réclamer le droit à l'ennui. Donc, tu sais, on va peut-être avoir une phrase spectaculaire qui va sortir. D'ailleurs, ça m'amène à vous inviter à revoir les échanges sur YouTube parce qu'ils sont mis, il y a une captation. Vos questions, si vous voulez, quand vous aurez la période de questions tantôt, viens mentionner les choses clairement pour qu'on puisse les entendre quand on va regarder ça sur son téléphone dans un autobus. We need science, so I check something like the étymologie. Le mot chantier, en français, on trouve des usages de ça au 13e siècle. Le mot infrastructure, qui amène beaucoup de chantiers à Montréal ces jours-ci, on trouve ça à la fin du 19e siècle, un peu notamment dans la philosophie marxiste. Alors, je sens que vous allez dire pourquoi est-ce qu'on parle de Marx ce soir, mais on va le savoir parce que nos conférenciers vont apporter toutes ces réponses dans quelques instants, et même plus, parce qu'on est dans un univers de rue commerciale notamment, et de quartier, et donc on va chercher un petit peu au-delà. Ce qui est beaucoup plus récent dans notre vocabulaire, c'est le mot design. Et il y a des réflexions qui ont été faites là-dessus, et c'est un petit peu au-delà de la fonctionnalité, comme je vous dis, et de la durée des chantiers qui suscitent beaucoup d'expressions du langage liturgique populaire, entre guillemets, les sacres montréalais, des Montréalais. Eh bien, il y a toute cette notion de l'espace. On est à quelques semaines, quelques jours du début du chantier de la rue Sainte-Catherine. On va en parler. Mais on va aussi parler des autres chantiers parce que ce n'est pas juste la rue Sainte-Catherine. Il y en a les rues commerciales. On annonçait lundi sur le plateau un chantier de 3 ans autour de l'édicule du métro Mont-Royal. Donc, ce sont des chantiers qui ont de la durée nécessairement. Alors, comment est-ce qu'on traite ça? Est-ce qu'on les traite comme quand on va à l'hôpital et puis il faut passer à travers, ou bien si on peut imaginer ça comme des formes transitoires d'espace urbain? Alors, c'est des questions qu'on va se poser. Et ce qu'on souhaiterait peut-être à travers notre échange ce soir, c'est au moins anticiper des éléments qu'on pourrait introduire dans les discussions obligatoires à venir. Je vous ai mentionné les discussions sur le Montréal métropole culturelle. Bien, là-dedans, il y a des considérations sur le patrimoine, l'aménagement urbain, etc. But there's also the updating of the master plan of the city, and perhaps there is time to connect master plan, urban planning, architecture, quality of life, and actually the survival of our artère commerciale Main Street through proper design or management of the chantier. Alors, ce sont quelques-uns des thèmes
pour vous rappeler des réflexions à l'international, ces jours-ci s'ouvre à Kuala Lumpur le Forum urbain mondial. Il y a des gens parmi nos conférenciers qui ont une grande habitude, enfin, pas il y a des gens, tous sont des gens qui s'intéressent, qui ont les pieds dans Montréal, mais la tête aussi, qui regardent au loin pour voir ce qui se passe ailleurs, et les pratiques, et les réflexions, et les expériences, et les mises en garde. Mais ce Forum urbain mondial pose la question comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des grandes pensées qui posent, par exemple, la question de la prospérité des villes. Bien, ça passe à travers la mise à jour, la résilience des infrastructures, la rénovation de tous les travaux. Mais est-ce que ces grands objectifs, au niveau des gens qui se promènent sur la rue, est-ce que ça peut être métabolisé ou traité de façon qui ne soit pas juste un séjour à l'hôpital avec un espoir de survivre, mais une occasion qui va dire, bien, écoutez, on est capable de faire un chantier à la montréalaise qui va nous faire collectivement grandir, même si c'est une situation transitoire. Alors, il y a quelques années, en Chine, le directeur du patrimoine de la Chine, qui était l'ancien urbaniste en chef de Pékin, qui a installé les Olympiques à Pékin en 2008, je pense, eh bien, déclarait devant un congrès de l'ICOMOS sa grande peine devant ce qu'il appelait, enfin les traducteurs, parce que ne comprenant pas le chinois, je n'ai pas pu comprendre qu'est-ce qu'il disait vraiment. Mais les interprètes nous ont dit que sa grande tristesse, c'était devant the sameness of Chinese city. On a des villes qui ont des siècles d'histoire et de culture différentes, une grande diversité riche, et à travers des travaux et la façon dont on conduit des travaux, elles sont toutes devenues pareilles. Alors, il y a peut-être une notion de montréalité, pour reprendre les termes de Melvin Charney, et ce soir, les questions que nos intervenants, et après ça, les discussions qu'on aura ensemble, avant de terminer à la réception, because of course, people come here because they want to go there, of course, redemption is important. Quelles sont les idées, les mises en garde ou les conditions pour qu'on ait des chantiers réussis, des chantiers à la montréalaise? Alors, on va commencer par André Poulain, qui connaît bien la rue Sainte-Catherine, n'est-ce pas? Cache-toi pas. André! Alors, en écoutant, dis-nous, j'en oublie ce que j'avais à vous dire. Je suivais. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de design et je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens dans la salle dont c'est le principal intérêt ou la principale fonction dans la vie. Mais je me suis dit aujourd'hui, pour ne pas avoir l'air trop hors sujet, je suis allé voir dans le dictionnaire. Et il n'y a pas grand-chose sur le design. Tu en as parlé un peu, dis-nous, mais dans le dictionnaire, il n'y a pas grand-chose. On parle d'esthétique, on parle de design industriel, on parle de voiture, mais il y a très peu de choses. Mais ça m'a suffi pour me mettre dans le bain. Et effectivement, on se sert beaucoup de design pour améliorer des objets usuels, tels que les voitures ou la vaisselle ou d'autres objets utilitaires, mais qui se distinguent par le design. Sauf que c'est l'objet de mon propos ce soir, c'est qu'il faut que l'objet demeure utile et fonctionnel avant qu'on lui ajoute un design qui le distingue. Et comme j'ai vu dans le dictionnaire qu'on l'associait beaucoup à voiture, oui, il y a des voitures, il y a des automobiles là, donc, qui se distinguent par le design, mais si elles sont toutes sales, bosselées et le design, on le perd, puis ça demeure une voiture moche, même si on a investi beaucoup dans le design. Et c'est un peu ce que je veux vous présenter ce soir avec quelques photos. Oui, ça serait intéressant qu'on puisse habiller nos chantiers, s'en servir de ces événements-là dans la vie de la métropole pour y mettre un peu de design, mais encore faudrait-il que les chantiers soient de base esthétiquement corrects. Esthétiquement, ça veut dire essentiellement dans ce cas-ci propre et pas trop en désordre. Mais ce que je vais vous montrer est plutôt assez désolant, sinon décourageant. Ça, c'est la rue Sainte-Catherine, le chantier actuel qui vient de débuter, qu'on nous a tous dit depuis 3 ans que ça serait différent de ce que ça a été dans le passé. Surtout les photos du haut, là, c'est cela. Les photos du centre et plus bas, c'est le chantier qui est quand même assez récent, qui est sur la rue Peel. C'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. Je ne vous parle pas des chantiers dont tout le monde parle,
Saint-Laurent, l'avenue du Parc, tout ça, des chantiers dont on nous parle beaucoup comme étant des choses à ne pas répéter. Ça, c'est plus récent. C'est au centre-ville. Je me concentre bien sûr sur le centre-ville. Alors, comment voulez-vous faire du design ou habiller la chose et comment voulez-vous amener des clients, des gens à fréquenter cet espace-là dans l'état où c'est? Alors, moi, ce que j'aimerais ce soir, c'est que je ne sois plus le seul ou un des seuls à revendiquer un changement à ce niveau-là, mais qu'on soit tous ensemble et qu'on essaie d'avoir de l'influence pour changer la façon dont sont gérés ces chantiers. Malheureusement, je vois plutôt mal. Et ça, ce sont des exemples où est-ce que, aussi, on a des chantiers urbains ici, mais qui sont un peu mieux traités en termes de... Et ça n'a pas été monté, là. J'ai juste fouillé dans ma banque de photos, j'ai essayé de retirer un certain nombre de choses. Mais aucun de ceux-là, je me suis planté devant pendant 5 jours pour essayer de voir quand est-ce qu'ils étaient propres. Ils sont toujours comme ça. Je suis passé, je les ai photographiés pour... Alors, c'est un peu partout dans le monde, là. C'est au Japon, c'est en Chine, c'est à Berlin, mais vous voyez, c'est simplement un exemple comparé à ceux que je vous ai montrés juste avant pour dire que c'est possible d'avoir des chantiers, c'est possible d'avoir des travaux, mais que l'environnement, qu'on soit respectueux de l'environnement, des gens qui fréquentent ces espaces-là, même pendant le temps où il y a un chantier. Et je pense que ça illustre assez bien. C'est aussi possible, au-delà des chantiers, d'avoir un aménagement urbain qui est agréable. Voici quelques photos, soit d'une place près de Paris, photo de gauche en haut, un aéroport avec des plantes naturelles qui séparent les espaces. On se questionne beaucoup en ce moment sur comment on va faire sur Sainte-Catherine pour gérer les automobiles puis le stationnement et tout ça. Mais vous voyez la photo à l'extrême droite, c'est assez simple d'avoir des petites choses qui sont correctes, qui sont agréables à l'œil, mais qui empêchent les voitures de monter sur les trottoirs. Pourquoi pas avoir des supports à bicyclette avec un toit fleuri plutôt que simplement des bicyclettes. C'est possible donc d'ajouter. Et on peut faire encore mieux que ça, là. On peut faire parce qu'on n'a pas ça ici, mais des clôtures pour empêcher les piétons de traverser la rue n'importe où, mais on peut s'en servir en même temps qu'on a un espace pour bicyclette et un espace fleuri pour ces bicyclettes. Vous voyez un autre support à vélo qui est un peu design. Une trappe, ça, on l'a déjà dans un parc, la trappe, mais on pourrait l'avoir encore plus pour être capable d'avoir du 5 minutes qui me reste. Bon, je vais accélérer. Mais ce sont des exemples d'éléments que compte tenu que je ne suis pas un expert, que je pourrais qualifier, qui sont plus de design, mais qui font en sorte que c'est plus agréable, l'expérience est meilleure de se promener dans un environnement comme celui-là. D'autres exemples qui, à mon sens, là, c'est bien beau nettoyer nos chantiers, avoir peut-être du design, d'aménager des rues transversales à un chantier comme... Mais si c'est ça qu'on voit, ça, c'est les ruelles du centre-ville, là, les photos. Et à droite, vous voyez que c'est possible de gérer des vidanges de façon différente. Partout dans le monde, il y a des vidanges, là, mais ce n'est pas nécessaire qu'elles soient... Surtout dans un centre-ville comme celui de Montréal, qui est un centre-ville où on a des gens tous les jours, où on a les plus grands hôtels de Montréal qui sont regroupés là. D'avoir cette vue-là, c'est quand même impensable. La photo du haut, là, c'est une poubelle sur la rue Sainte-Catherine. Même chose à New York, vous voyez, les poubelles sont plus grosses, quant à moi, sont plus attrayantes, mais il n'y a rien qui traîne autour là, parce qu'on les ramasse, puis ils sont plus grosses pour accueillir les déchets Mais encore là, ce sont des exemples de choses qu'il faut changer à Montréal avant de passer à l'étape suivante, d'avoir un meilleur design. Je pense que même si on mettait des éléments de design dans ces ruelles-là, ça serait perdu par ces amoncellements de cochonneries là, insoutenables. Autre chose sur laquelle on pourrait aussi travailler, je m'éloigne des chantiers, mais pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de camions associés aux chantiers, c'est comment on pourrait transformer nos véhicules urbains, nos véhicules nécessaires. Vous voyez la photo de gauche en haut, là, ça, sur la rue Maisonneuve, ce sont des camions qui attendent de se faire remplir de détritus d'excavation.
Vous voyez la taille des camions, c'est comme si on était dans un chantier forestier à 500 km de Montréal. D'autres photos nous indiquent que c'est possible d'avoir des camions urbains qui sont plus petits et qui pourraient tout à fait faire l'affaire. Vous voyez au centre, même la police de New York, qui est réputée des Rambo là, dans le monde, bien, ils ont des petits véhicules à 3 roues, puis ils s'en servent. En bas, c'est intéressant, c'est véhicule de police aussi, mais qui est comme un poste de commandement amovible. Au lieu de toujours construire des nouveaux édifices, mais c'est possible d'avoir des postes de commandement. Et le mieux, quant à moi, c'est le... Oups, excusez. Excusez. Le mieux, c'est la photo de droite en bas. Là. Ça, c'est un petit village du nord de la Turquie. C'est quand même pas la plus grande ville dans le monde. Mais ils sont capables, eux, d'habiller des camions semblables à ceux qu'on a à Montréal, où est-ce qu'au lieu d'être, encore une fois, bosselés et tout sale, mais ces camions-là, ils présentent des sites de la ville, agréables. Puis, pourquoi qu'on n'a pas ce genre de choses à Montréal? Ça ne coûte pas cher. C'est juste une volonté de s'améliorer, d'améliorer l'expérience pour tout le monde, pour tous les citoyens. Alors, est-ce que je peux dorénavant compter sur l'appui de tous ceux qui sont dans la salle pour qu'on puisse pousser ensemble dans le même sens, d'améliorer et de sensibiliser, bien sûr, nos équipes d'ingénieurs à la ville, parce que ce sont eux essentiellement qui préparent tous ces appels d'offres auxquels répondent les entrepreneurs. Les entrepreneurs, finalement, ils répondent à ce qu'on leur demande. Et moi, je pense qu'on pourrait pousser tous ensemble pour qu'on change les demandes qu'on fait à ces entrepreneurs et que par la suite, on fasse les suivis nécessaires pour que l'environnement entourant les chantiers, entourant notre vie de tous les jours, puisse s'améliorer et que le design puisse prendre sa place à Montréal. Merci beaucoup. Merci André. C'est vrai que ce n'est pas nécessairement des chantiers, mais l'aspect des camions, là, il n'y a pas grand monde qui en parle, mais de fait, moi, ce que je retiens de cette intervention, c'est il y a la question de la gestion des chantiers, pas nécessairement leur forme, mais la gestion, et comment est-ce que la qualité de la gestion des chantiers est souvent un résultat de la qualité de la gestion de l'espace urbain quand il n'y a pas de chantier. Tu sais, les ruelles, il n'y a pas besoin que ce soit un chantier. Et la question des véhicules, hein, c'est donc tout le... Alors ça, c'est très intéressant. L'autre référence aux ingénieurs, vous savez, hier, on a vu qu'on pouvait installer une auto électrique en orbite en autant qu'elle appartienne à un multimilliardaire et qu'elle soit rouge cerise. Bon, c'est bien. Cette année, c'est le 30e de la Station spatiale internationale. Un gros chantier. Ne dérange pas les voisins trop. Mais il y a beaucoup de défis. Nothing that a lot of money, engineer and coffee can't solve. Bien, ici, on est en ville, alors peut-être qu'il y a d'autres questions. Alors, Jean est habitué à faire des choses en ville. Et peut-être le rouge cerise n'est pas son choix de couleur préféré, mais il est intervenu dans ce spectre chromatique. Jean Baudou. Merci. Merci d'avoir bravé la tempête. Je remercie McCord et Héritage Montréal de me permettre de venir traiter d'un sujet qui me passionne depuis 1996 et puis qui a évolué pour devenir dans les dernières années un sujet qui monopolise beaucoup du temps dans notre bureau. Je me permets des petites précisions qui me permettent de constater qu'il faut que je mette à jour un peu mon CV. Je n'ai pas fait le quartier des spectacles au complet. J'ai travaillé avec mon mentor et associé Rudy Barre sur le volet d'identité visuelle et pour rebondir sur un commentaire de M. Poulain qui disait qu'il y avait beaucoup de budget sur le travail qu'on a fait on a travaillé sur l'identité du quartier à la révéler sur le territoire par la lumière et par des aménagements temporaires. Quand on a commencé, c'était une initiative citoyenne. C'était les 33 théâtres qui s'investissaient dans leur quartier pour monter un projet. Il y a Angélie Michra qui a travaillé là-dessus. On était 3, je pense, à l'époque. Donc, une initiative citoyenne qui a permis de monter un projet. Il n'y avait aucun budget. Puis c'est devenu un projet de ville parce que les élus nous représentent. Et puis maintenant, oui, il y a des budgets pour faire grand. Je pense qu'il y a le même avenir pour la question du chantier. Je souligne aussi le travail qu'on a fait sur la Terrasse Rouge, qui est aussi une initiative citoyenne. Il n'y avait aucun budget, aucun sujet, aucune intention d'intervenir sur le chantier de la rue Saint-Denis. On est monté au front avec la SDC.
C'est passé d'un budget de 5 000 $ qui était pour des honoraires à un vrai projet qui s'est élevé à 600 000, qui a été revendu 350 000, et puis qui a permis, je pense, d'accompagner la transition dans un projet qui, malheureusement, a été restauré à l'origine. Donc, on a travaillé sur ces choses-là. Si on passe à l'autre image, j'ai été heureux de l'erreur de... Là, je viens tout briser, je pense. Ouais. Cette image-là, c'est une image du concours de la rue Sainte-Catherine sur la question du chantier. Le Bureau du design de Montréal a fait un grand pas. On est une ville UNESCO. Je ne dirais pas qu'on est une ville qui se dit UNESCO de design. Nous sommes une ville UNESCO de design. Il y a une excellente initiative qui a été faite avec un excellent briefing pour réaménager le chantier Sainte-Catherine. J'étais de ceux qui ont perdu, donc je suis un regard peut-être un peu biaisé. Je pense qu'il y a eu une erreur du jury sur certaines questions parce que c'est devenu un projet de destination et de spectacle quand c'est des enjeux de terrain. Mais je pense qu'il y a quand même un pas formidable qui a été fait en reconnaissant que c'est un projet de design. Donc, je vais essayer de vous entretenir rapidement. Je ne vais pas m'attaquer à tous les points parce que le chantier, il y a une complexité, mais à ceux qui m'importent. Je tiens à souligner, en faisant un lien avec le travail d'Héritage Montréal, que le patrimoine, ce n'est pas seulement de la forme et de l'architecture et du passé. Il y a un patrimoine vivant. Moi, je pense ce qui fait notre ville, ce qui fait l'unicité de Montréal, c'est sa mouvance, puis c'est sa vie de proximité, particulièrement dans l'exceptionnel quartier du plateau Mont-Royal et aussi dans le centre-ville. Si on veut préserver la vie de proximité, ça veut dire qu'on veut préserver un patrimoine vivant. Ça veut dire qu'on veut s'assurer que les commerçants sont là, que quand on va retourner dans une rue, quand on va retourner dans une place, quand on va repasser à travers une station de métro, on va avoir préservé un usage de citoyen. Donc, regarder ces enjeux-là d'une perspective citoyenne, puis la regarder peut-être un peu moins d'une perspective de sécurité puis d'efficacité de chantier. C'est de l'ingénierie, ça peut se régler, comme on a dit, mais je pense qu'il y a un volet aménagement à l'autre bord de la clôture qui peuvent nous permettre de faire des lieux exceptionnels à l'image de Montréal. Donc, s'assurer de préserver, prioriser l'expérience citoyenne. Après, je pense qu'il faut se donner une définition de design, sans contredire M. Poulain. Ça dépasse largement, c'est un mot qui est un peu surutilisé. On est une ville UNESCO de design parce qu'on a plus de 30 000 designers à Montréal. C'est pour ça qu'on a fait notre place. C'est surtout, d'après moi, je suis biaisé, j'ai une assise dans mon territoire d'architecte. C'est beaucoup de l'aménagement, c'est des projets de mise en espace. Oui, il y a des enjeux, un peu d'enjeux de design industriel pour améliorer des objets. Et puis, s'il vous plaît, arrêtons de parler d'habillage de chantier. C'est réduire l'enjeu à une espèce de projet 2D qui s'arrête à la limite entre le chantier, puis on s'imagine qu'on va avoir réglé des choses et qu'on va avoir fait du design. Je pense qu'on ne fera pas de design et puis qu'on règle absolument rien. La définition de design, pour moi, c'est une transformation significative par rapport à une problématique. Puis la problématique d'un chantier, oui, il y en a à l'intérieur du chantier, mais c'est l'endroit où il n'y a aucun citoyen qui pourra aller. Il y en a au périmètre du chantier, puis c'est là où il faut s'attaquer à la problématique. Puis c'est une question d'aménagement. Oui, je prêche pour ma paroisse, c'est une question d'architecture de paysage, d'urbanisme. Ça va comprendre les graphistes, mais ça va peut-être comprendre les designers industriels, mais ça va surtout être un projet d'aménagement. Vous aurez compris que cette transformation significative, pour moi, ça ramène à la question du territoire. Je nommerai personne, mais je débat en ce moment sur la question de la station Mont-Royal avec certains élus. Puis on me dit que c'est un chantier qui est contrôlé, mais c'est sur le terrain de la STM. Il n'y a pas de citoyen qui considère qu'il y a une limite quand il va expérimenter l'espace public en passant à sa porte, qui est rendu sur l'espace du plateau Mont-Royal, puis sur l'espace de la Ville de Montréal, puis sur l'espace de la STM, et soudainement dans l'espace du centre Eaton si on va au centre-ville. Il comprend ça comme une expérience urbaine, puis il faut arrêter, de ce point de vue citoyen-là, de dire que le chantier, c'est le terrain de la STM, c'est le terrain du centre Eaton.
c'est le terrain de l'infrastructure Ville de Montréal. C'est un projet d'espace public, c'est un projet public. Donc, élargir cette notion-là, je pense qu'on va déjà avoir posé la bonne question et élargir le territoire d'intervention. Je parle de place. Le centre-ville, la Square Phillips, les trottoirs de la rue Sainte-Catherine, c'est 300 000, je vais prendre vos statistiques parce que je pensais faire de l'enflure, c'est 300 000 travailleurs qui viennent en ville. S'il y en a la moitié de ça qui vont prendre un sandwich sur l'heure du midi, c'est 150 000 qui vont sur l'espace public. Si on investit de l'argent de chantier au-dessus du chantier, dans le chantier, sur son périmètre immédiat, on va dépenser de l'argent sur un territoire qui n'est pas celui où les 150 000 personnes vont aller intervenir. Donc, si on intervient sur le Square Phillips, il faut s'assurer de restituer de l'espace public autour. C'est là qu'il va y avoir un projet d'aménagement de chantier. Si on ne réaménage pas les trottoirs, on va le déplacer au centre de la rue, comme dans ce cas-ci. On va aussi le déplacer dans les rues transversales. On a la chance, à Montréal, d'avoir des rues nord-sud très, très rapprochées. Il y a des choses à faire là pour restituer de l'espace public. Les rues commerciales sont à préserver, pas pour faire un objet au centre, pour s'assurer qu'on assure la visibilité des commerçants, qu'on s'assure que les citoyens qui vont être un client acheteur ou qui va expérimenter en attendant l'extérieur d'un commerce comme moi, que ma blonde finisse du magasinage, que mes enfants finissent de jouer trop longtemps dans les magasins de jouets, que cet espace-là soit bien aménagé. Il faut le regarder de ce point de vue-là. Le dernier, qui est un des plus compliqués, mais qui va être un immense enjeu pour Montréal, c'est la question des stations. On va se faire annoncer des choses sur le REM. On se fait parler d'une ligne rose qui est une excellente idée. Il va y avoir des stations qui vont être en travaux. C'est des chantiers qu'on traverse. Fait que si vous ne voulez pas que le citoyen traverse en sacrant pendant 4 ans, il faut se trouver des stratégies où est-ce qu'on repense un moment d'architecture, un moment d'urbanisme où l'entrée de la station Mont-Royal, l'entrée de la future sortie du REM va commencer va assurer que l'expérience immédiate est acceptable, mais surtout que dans le futur, on a commencé à initier des comportements qui vont faire qu'on continue de profiter puis promouvoir le transport collectif, le transport actif. Sinon, on parle puis on attend une inauguration officielle. Qui gagne d'une intervention comme celle-là? Il y a le citoyen, c'est sûr, mais je pense que l'élu qui nous représente, ce n'est pas une autre équipe, c'est l'élu qui nous représente. Il gagne sur un cycle de 4 ans. Il est toujours pris avec un projet qui a été initié par un autre, puis ceux qui lancent, bien, peut-être que la prochaine élection ne sera pas là. Donc, commencer à intervenir en aménagement transitoire pour changer les comportements, annoncer des nouveaux lieux, c'est là qu'il y a des choses à faire. Je terminerai en rappelant que nous sommes Montréal, ville UNESCO de design. On doit être une ville nordique qui s'assume. On est une ville de mutation de fait. Vous avez vu ce soir, on a fait page blanche sur tout ce qui est chantier à Montréal. On a des mutations sans designer. Le paysage change par lui-même de saison à saison. On est aussi une ville, puis ça c'est un potentiel latent, on est la ville des festivals. Il y en a 400. Il n'y a pas beaucoup de design en ce moment au moment des festivals, sauf qu'il y a une expertise montréalaise sur le temporaire qui est exceptionnelle. Si on prend ça, puis on dit, bien, nous sommes une ville UNESCO de design qui faisons des transformations significatives, je pense qu'on est capable de se positionner comme innovant, un peu comme certaines images que vous avez vues de M. Poulain, mais surtout, on va être capable de changer des choses. Donc, est-ce que le chantier est une occasion de design? Je dis oui, parce que c'est ma pratique et c'est ma passion, mais seulement si c'est significatif, surtout pas du 2D décoratif, et puis en s'assurant que l'intervention passe de l'autre côté de la clôture, qu'on dépasse le sécuritaire, puis qu'on commence à parler d'aménagement urbain. Et puis là, je pense qu'on va pouvoir être une vraie ville UNESCO de design. Merci. Bon, alors on vient d'apprendre qu'il est candidat bientôt. Voilà. C'est ça. Je te signale, le 20 février à Québec, Forum national pour une politique d'aménagement du territoire. Parce qu'au Québec, on s'intéresse beaucoup à l'histoire, géographie,
beaucoup de travail à faire, ce qui fait que l'architecture, l'expérience du territoire, qui est un peu le message que tu apportes, c'est le chantier dans l'expérience du territoire, la continuité des propriétés plutôt que la segmentation de l'espace en propriété de X, Y ou Z. C'est un élément important aussi, cette notion d'expérience citoyenne et vivante. Hein? Alors, c'est quand même, il y a des choses à garder, notamment, je notais l'idée que le terme d'habillage, peut-être qu'on va le mettre de côté, du 2D. C'est vrai qu'on parle ici, et la référence à la situation météorologique dehors nous rappelle qu'on est dans au moins 5 dimensions, le X, le Y, le Z, mais aussi le T pour le temps et le S pour la société. Hein? C'est un peu ça, il y a beaucoup de choses. Et on reviendra sur le Ville UNESCO de design, parce qu'est-ce qu'on a besoin de ça pour faire quelque chose, ou parce que, dans le fond, c'est un geste, une adhésion politique. Alors, pas toujours dire « Ah, c'est les autres qui ont pensé à ça », mais je sens que ça va être un sujet de discussion. Mais Patrick, qui a travaillé aussi sur un colloque, en 2014, il y avait un grand colloque sur cette question des chantiers. Patrick, de la chaire à l'Université de Montréal. Merci. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir invités pour parler des chantiers ce soir. Ça me fait plaisir de retomber un peu dans le sujet. Puis j'en profite que le chantier ne soit pas ma pratique quotidienne pour dégager un peu puis essayer de cerner la pratique de manière plus large. Alors, le design de chantier représente toute une pratique très, très, très récente pour les professionnels de l'aménagement. Il y a encore très peu de cas de design de chantier et surtout, ce sont des cas locaux qui sont très peu documentés et donc, c'est difficile un peu de faire le corpus et de cerner ça comme champ de pratique. Donc, je pense qu'une des choses, puis c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a tous eu besoin de faire ça ce soir, c'est de définir un peu ce qu'on entend, notamment par design, mais je vais prendre le temps aussi de mentionner ce que j'entends par chantier. Donc, le design, bien, ça a été mentionné, la référence la plus usuelle qu'on connaît, c'est la référence d'une approche esthétique. Mais c'est un peu limité de définir le design par une approche esthétique. Et c'est surtout pas parce que c'est une approche esthétique que le milieu de la gestion puis du marketing utilise le design thinking, hein, la pensée design. C'est plutôt parce que, en fait, c'est une approche de résolution de problèmes qui insiste en fait, une approche de résolution de problèmes par la créativité et qui recherche des solutions concrètes. Le Design Council en Angleterre, en fait, définit encore un peu plus cette approche-là de résolution de problèmes. Il parle qu'un processus spécifique qui vise d'abord à élargir l'horizon, à essayer de définir le plus d'options possibles pour ensuite de faire converger les esprits vers une solution qui serait la meilleure. Et il est peut-être encore tôt parce que le design de chantier est très, très préliminaire dans son état de s'arrêter trop rapidement sur dire qu'il y a une seule solution de chantier, mais il y a plutôt plusieurs cas de pratique et qui sont tous exploratoires pour l'instant. L'autre aspect important de l'approche par le design qui est important à prendre en compte, c'est que c'est centré sur l'expérience de l'usager. Les ingénieurs sont essentiellement préoccupés par les dimensions techniques d'un projet. Le designer va être centré sur l'usager, sur son expérience, sur la qualité de vie ou de son cadre de vie qu'il peut donner et sur la fonctionnalité, mais plus sensible que technique. Hein. S'il y a de nouveaux champs de pratique qui se sont développés les dernières années à Montréal, notamment sur le design d'installation, c'est surtout parce qu'on a réussi à créer des expériences un peu extraordinaires. On pense au balançoire musical de Daly tous les jours. C'est pas quelque chose qui est esthétiquement exceptionnel, c'est d'abord avant tout quelque chose qui donne une expérience fantastique à la personne qui fait la balançoire. Et c'est ça qui a été reconnu un peu partout dans le monde. Et donc, en résumé, le design est un processus créatif utilisé pour la résolution de problèmes qui vise la conception de solutions concrètes qui mettent l'emphase sur l'usager et la qualité de son expérience. Le chantier, maintenant, on va essayer de voir un peu, du moins, je vous offrir mes représentations à moi du chantier. Donc, le chantier est un moment temporaire hein, dans l'état d'une ville, quoique à Montréal, on dirait peut-être en ce moment que c'est un moment permanent, mais somme toute, le chantier est un moment temporaire qui est en attendant quelque chose. C'est un peu comme un vide. C'est aussi un espace fermé
C'est d'autant plus un vide que c'est un espace fermé qui est clos, où on ne sait pas trop ce qui se passe, puis qui suscite aussi beaucoup de curiosité. Hein, il y en a toujours le petit hublot où on veut voir ce qui se passe. On cherche un peu à s'interroger. Ça peut amener des angoisses chez les usagers, si on pense aux usagers, surtout pour ceux qui sont opposés au projet, ou de l'excitation pour ceux qui sont fervents, qui ont hâte de voir le projet arriver. C'est intéressant aussi de voir le changement de perception sur les chantiers qu'on a eu historiquement. Avec la ville moderne, début du 20e siècle, même jusqu'aux années 60, le chantier était un moment excitant, était signe que la ville était en train de se transformer. Hein, la ville moderne insistait sur les mécaniques de production de la ville. On se souvient tous des photographies de New York où les travailleurs sont dans les structures métalliques dans les airs et on vante cet état de cette situation. Aujourd'hui, on est plutôt dans une ville postmoderne qui met l'accent sur la consommation de l'espace public et le chantier, tout d'un coup, n'est plus un moment de glorification, mais est devenu un moment de contrainte qui est complètement en bas de l'échelle des valeurs de la ville. Et des contraintes pour un chantier, il y en a beaucoup. Hein? Les nuisances, le bruit, la poussière, les entraves à la circulation de tous les types d'usagers qui créent de la confusion, surtout que la signalisation n'est pas toujours évidente, des contraintes de sécurité, des défis logistiques du chantier lui-même. Et, disons, de l'Université de Montréal, j'ai eu un point privilégié sur l'observation du chantier, du méga chantier de l'hôpital Sainte-Justine. Et on voyait presque le chantier comme, je l'appelais un monstre topophage, là, qui mange de l'espace au fur et à mesure. D'abord, un petit bout de trottoir, ensuite une voie de stationnement, ensuite une voie de circulation. On ne sent jamais trop se préoccuper de qu'est-ce qui se passe pour les gens qui utilisaient ces espaces-là auparavant. On retrouve les gens en train de dîner sur une table à pique-nique dans le coin de la porte parce qu'il n'y a plus d'espace qui reste. Voilà. Donc, quelques leçons à tirer. Donc, c'est un peu les deux définitions de design chantier que je pose. Quelques leçons à tirer des expériences montréalaises, parce qu'il y en a des expériences montréalaises et on peut aller chercher ailleurs. Mais en fait, on constate que depuis 4 ans, le fait qu'on ait cette discussion-là, notamment, Montréal est en train de se positionner comme un pôle d'excellence sur le design de chantier. Je pense que le terme n'avait peut-être même pas été identifié auparavant. Donc, le court balisage que j'avais fait avant le colloque Quel chantier de la Ville de Montréal, on pouvait voir que le design de chantier, c'était l'habillage. C'était essentiellement ça qu'on voyait. Parfois, ça pouvait être un peu d'autres choses. Des préoccupations esthétiques étaient là. Bon, des écrans, diminuer la poussière. Vraiment, les éléments de mitigation des impacts très, très, très directs. Ce qui est intéressant du colloque Quel chantier, c'est qu'il a permis vraiment d'élargir les horizons. Pourquoi? Parce qu'on a fait un appel à présentation et des cas qui n'étaient pas documentés se sont soudainement révélés. Et qu'est-ce qui nous a appris, ce colloque-là, sur quels étaient les éléments de composition du design de chantier? Bien, d'une part, il y avait la communication. Hein, la communication sur c'est quoi le projet, sur la signalisation. Ensuite, il y a des objets. Il y a des objets qui composent le chantier, la cabane, les murets, les passerelles. Donc, on a le travail des architectes, des designers industriels qui peuvent être interpellés. Que le chantier, c'est aussi un processus qu'on peut contrôler, hein, en favorisant différents modes constructifs. Donc, il faut que les architectes soient sensibles dans la définition des projets quand on incite certains modes de construction. On peut faire de la préfabrication ou de la livraison just-in-time des matériaux pour pas qu'il y ait besoin d'espace de livraison sur le chantier. Un chantier peut être aussi intelligent et réactif, sensible à son environnement. On peut installer des dispositifs de captation des nuisances, des sons, des poussières pour voir. Et là, le design industriel peut avoir un rôle à jouer dans le design des appareils de capture de manière à créer une interaction. On peut dire c'est trop bruyant pour moi ou il y a des poussières. Et donc, donner de l'information en temps réel au gestionnaire du chantier. Finalement, une des leçons les plus importantes, je pense que le colloque Quel chantier nous a livré, c'est le fait qu'un grand projet urbain porte des valeurs et que les chantiers qui permettent de créer ces grands projets-là devraient porter les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'un projet urbain qui prône d'avoir une ville inclusive et on a un chantier après qui ne s'occupe pas des usagers, il y a un décalage entre les valeurs du chantier et du projet. Un projet urbain qui se veut créatif
mais un chantier qui est ordinaire et qui n'est pas créatif, bien là aussi, on a un décalage. Donc, le chantier peut porter lui-même certaines valeurs. Et l'adéquation entre les valeurs du chantier et les valeurs du projet, c'est ça qui est probablement le plus porteur pour définir un projet de design de chantier. À la suite du colloque, on peut voir qu'il y a différentes expériences. On a parlé de la Grande Passerelle Rouge de Saint-Denis. Il y a aussi d'autres expériences qui ont été menées. Je vous ai montré ici sur l'image. Moi, j'aime bien cette phrase, surtout avec les Olympiques qui commencent. « Marcher à Montréal sera un sport à l'essai aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 ». C'est une intervention artistique. C'est simple, qui a eu lieu sur la rue Notre-Dame-Ouest cet été. Et l'Infobox qui est accompagné, qui est le résultat d'un concours de design de la Ville de Montréal. Donc, l'objectif, en fait, entre autres, de l'Infobox, c'est de produire de l'information de base qui dit c'est quoi le projet, combien de temps va durer le chantier, donner un peu d'informations touristiques. Donc, répondre à un des premiers points sur le besoin en design de chantier, qui est de communiquer, de donner de l'information. Le deuxième, la petite intervention artistique, c'est de ludifier l'espace de chantier. Ça ne fait pas grand-chose, ça fait sourire. On marche sur Notre-Dame, on sourit. Pendant un court moment, on oublie on ne fait pas de juron, comme ça a été dit tout à l'heure. Et puis quand on est prêt à en faire un autre, on arrive à une autre pancarte qui nous fait sourire à nouveau. Donc, voilà, c'est une première intervention relativement mince. Je pense qu'il faut le dire, l'Infobox, c'est de Parasol, les architectes, avec Paprika, je pense, et l'intervention artistique était de quelque chose à 9, je ne retrouve plus mes notes. Mais en tout cas. Un autre chantier, le chantier de Laurier-Ouest, qui a été aussi lieu dans les dernières années, intervention de Paprika encore avec NIP Paysage. Donc, on est intervenu directement sur le mobilier de chantier, sur les passerelles qui menaient au commerce. On a créé du mobilier. Et donc, on a créé toute une série d'interventions qui permet du moins de rendre agréable, acceptable, si on veut, le passage sur le chantier. Aussi, une préoccupation qui était forte d'abaisser les clôtures de chantier. On a vu des très, très grandes palissades tout à l'heure, mais c'est bien les grandes palissades, ça sécurise bien, mais ça ne permet pas de voir les commerces qui sont de l'autre côté. Donc, ça ne contribue pas à l'affichage commercial naturel d'une rue. Et donc, on a abaissé les éléments de barrière de manière à ce qu'on, naturellement, on n'ait pas besoin de surenchérir sur l'information commerciale. Les commerces de l'autre côté sont visibles. Donc, on voit, grosso modo, de ces expériences-là, qu'il y a deux approches à la conception de design de chantier. Le premier, c'est la mitigation des impacts négatifs. Donc, c'est l'aspect le plus simple. Et une deuxième approche, qui est plutôt celle de l'animation de chantier afin de créer l'événement, qui est, bon, ici, c'est l'intervention artistique. Sainte-Catherine, c'était le méga truc, mais on est clairement ici dans l'intervention d'animation. Donc, voilà tout le portrait un peu de la pratique de design de chantier que je viens de brosser. En final, en fait, on peut déduire, si je résume un peu tout le propos, c'est que le design de chantier, on va le définir, c'est un processus de conception d'intervention temporaire aux abords d'un chantier de construction afin d'en améliorer l'expérience des usagers. Je pense que c'est une définition qui est intéressante. Ces objets d'intervention, la limite du chantier afin de clarifier et sécuriser l'espace, la signalétique, afin de bien informer les usagers, les dispositifs visuels sonores qui permettent de mitiguer les impacts négatifs ou voire d'animer l'espace public dans certains cas. En fait, un des aspects les plus importants de pourquoi faire le design de chantier, s'il y a différents aspects qui sont possibles, c'est peut-être dans une perspective d'empathie. Et si la ville a un rôle, c'est peut-être bien celui-là, que d'être empathique envers ses citoyens, envers ses usagers qui ont une certaine contrainte pendant un certain moment. Donc, est-ce que c'est une occasion de design? Bien, je pense que oui. Si on s'intéresse aux usagers, à la qualité de leur expérience, on a le devoir, si on veut, de s'impliquer et de s'investir dans le design de chantier. Merci, Patrick. On ne pensait vraiment pas à prendre le terme topophage dans cette soirée. Et également, nous, on a inventé interarrondissementalité. C'est meilleur pour la diction, ça fait pratiquer. Mais topophage, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Et ramener ça avec la notion d'empathie. Alors, c'est assez formidable. Je note, enfin, on va avoir peut-être qu'on pourrait commencer à se déplacer collectivement
c'est-à-dire juste 3 plus 1, pour avoir une discussion sur ça. Moi, je note, par exemple, il faudra peut-être qu'on discute la notion de chantier privé, domaine privé sur des bâtiments ou des sites par rapport à des chantiers sur le domaine public et les autres mystères de ce sujet qui nous réunit ce soir. Alors, merci. On va faire un petit changement. Une chose qui me venait à l'esprit quand vous parliez de l'expérience, hein? Donc, il y avait cette notion de continuité, discontinuité dans les 3 interventions. On sent ce tango. Enfin, le chantier n'est pas un événement durable. Enfin, ça n'a pas assez proche qu'on dise que c'est un état de la matière urbaine ici, là, mais pour un site particulier, c'est quand même une situation temporaire. Mais donc, on est dans un régime de continuité, discontinuité, ce qui est permanent par rapport à ce qui est temporaire. Et André nous a parlé au niveau des qualités, les qualités de l'espace urbain, de sa gestion, son entretien, son agréabilité, enfin, si on peut commencer à inventer des termes. Jean nous a parlé de ça au niveau de l'espace. C'est la continuité, discontinuité de l'espace. C'est une condition dans notre discussion ici, qu'on peut se promener. Et toi, notamment avec le terme empathie, c'est une continuité de valeur. La valeur du projet urbain, tout ça. Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça parce que ça nous rappelle aussi tous les défis d'usage transitoire qu'on a. Ici, dans cette pièce, on a eu un débat sur l'avenir des hôpitaux, puis des domaines institutionnels, puis tout ça. Puis on n'en a pas de plan pour le Royal Vic, qui est juste en haut de la côte ici. C'est en train de se faire. C'est tellement en retard. Mais ça m'a rappelé une activité qu'Héritage Montréal avait faite il y a 31 ans, qui était sur l'heure du lunch, on faisait des visites de chantier. Vous vous rappelez, peut-être, c'était l'époque où les grands bâtiments étaient en recyclage dans le centre-ville. Hein? On avait l'hôtel le Sheraton Mont-Royal, là, qui est devenu les cours Mont-Royal. Vous aviez ce qui restait de l'hôtel Windsor est devenu le Windsor. Ce qui était la maison Shaughnessy est devenu le CCA. Et il y en avait plusieurs comme ça, puis on avait des visites sur l'heure du lunch, puis on devait refuser du monde. Juste pour vous dire que peut-être on regarde ça avec un bout de la lorgnette qui oublie effectivement l'usager de l'espace urbain qui vit des problèmes, mais qui, des fois, est animé d'une curiosité incontenable. Là, parce que là, on avait des vrais problèmes parce qu'il y a des enjeux de sécurité. On ne peut pas rentrer sur un chantier comme on veut, malgré ce qu'on pense et tout ça. Alors, et on s'était dit peut-être qu'on pourrait faire ça avec le domaine public. Parce que les gens sont très curieux. Vous savez, quand on ouvre la rue Sainte-Catherine, là, il y en a beaucoup du monde qui s'attarde pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le trou. Alors, ça m'amène à vous poser la question de l'archéologie. Alors, y avez-vous pensé? Qui veut commencer? L'archéologie sur la rue Sainte-Catherine ou en général? Je ne parle pas de l'archéologie, l'état de ruine que pourrait être notre âme commerciale, là, mais je parle d'archéologie comme on a à Pointe-à-Calière, c'est un musée ici, on a des... C'est ce qu'il y a dans le sol, parce que regardez ce qu'on voit, on n'arrête pas de nous dire c'est des égouts qui datent c'est avant Maisonneuve et Jeanne-Mance et tout ça. Alors, il y a peut-être des choses intéressantes à voir là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que... André, tu as sans doute quelque chose à dire là-dessus. Si tu me tords un bras. Non, parce que c'est filmé ici. Là. Mais j'ai aucune idée sur Sainte-Catherine s'il y a des vestiges quelconques d'intérêt. Mais est-ce qu'il y a une curiosité? Tu sais, toi, tu es sur le terrain. Là. Il y a des gens qui vont là quand il y a une mission, un projet, une activité, ou s'acheter des affaires, mais toi, tu es là constamment. Est-ce qu'il y a une curiosité des gens sur... Là, maintenant, c'est un petit peu difficile à saisir, là, mais est-ce qu'il y avait sur Peel, par exemple, où ils étaient... Non, je pense que plusieurs parlent là, que ça intéresse les chantiers, les gens vont voir par le hublot et tout ça. Je pense que c'est pas assez, ça. Le père de famille qui part avec son enfant, son petit garçon de 3, 4, 5 ans pour aller voir un chantier, là, ça se faisait lorsqu'on était jeune, mais je pense pas que ça se fasse autant aujourd'hui. Et pour moi, un chantier, c'est pas une attraction, c'est une malédiction? C'est une malédiction. C'est un problème. Bon, on a un point de vue clair ici, mais il y a gens qui voulaient intervenir, mais n'oublions pas l'archéologie. Oui, je vais essayer de rattacher ça à l'archéologie. Étant papa d'un fiston de 8 ans, je peux vous dire qu'il y a un intérêt sur la question du chantier. Moi,
mon problème ou mes réserves, c'est quand on considère que ça, c'est le chantier comme une destination. Que ça devienne un sujet dans la hiérarchie des enjeux qui est très, très élevé, comme si le chantier se regardait le nombril, puis là, on oublie qu'au périmètre, il y a d'autres choses. Si je regarde cet enjeu-là pour la question de la rue Sainte-Catherine, l'image qui était là, nous, c'était un observatoire de chantier, c'était un point haut, tu pouvais aller voir. Mais pensez à un chantier de 4 ans. Pensez aux 300 000 travailleurs qui vont voir ça pendant 4 ans. Est-ce qu'on vient 365 jours au McCord voir l'exposition? C'est un moment intéressant, puis je pense qu'il faut révéler. Ça peut être intéressant pour certaines personnes, puis assurer dans le transit un intérêt. Mais je pense qu'il faut que ça prenne sa juste place. Puis c'est aussi son moment adéquat. Parce que le chantier de Sainte-Catherine, il est extrêmement intéressant parce qu'il va falloir travailler des temps de pause. Oui, les travailleurs sont là, puis on veut que ça aille le plus vite possible sur les travailleurs du chantier, sauf que les travailleurs dans les tours sont là, les touristes sont là, puis avoir des moments de calme où est-ce qu'on peut circuler. Ça a été démontré par des ingénieurs de la ville, dont Yvan Péloquin, que je vous mentionnais, sur Saint-Denis, où ils ont réalisé qu'une corde, ça pouvait séparer un chantier. Fait que la transformation de design significative sur l'objet de Saint-Denis, c'était de réaliser que la clôture de 5 mètres devenait une corde, puis qu'à certains moments, quand on arrêtait tout, une personne qui fait traverser les gens, c'est assez. Je pense qu'il faut essayer de sortir de la logique du chantier pour le chantier. Là, je prêche pour ma paroisse. Là. Pour moi, l'enjeu du chantier Sainte-Catherine, ça commence à Sherbrooke, puis ça finit passer René Lévesque. Faut être dans cette logique-là. Oui, reconnaissons l'archéologie parce qu'on va découvrir des belles choses, puis ça va être un moment d'y aller. Puis allons-y dans le temps où le chantier, on a choisi de faire dormir le chantier comme décision de design. Moi, c'est là où je pourrais raccorder à votre thématique de l'archéologie. Est-ce que tu penses que ça pourrait aller au coin de Côte-des-Neiges et Cedar, où il y a eu un chantier, rappelez-vous, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont passer la rue Saint-Laurent du côté ouest, là, mais Côte-des-Neiges, il y a eu tout un travaux. C'est pas fini, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on relocalise? Parce que l'archéologie, c'est le génie qu'il y a dans le sol, mais c'est pas toujours beau. Hein. Des égouts, c'est rarement fait. Même à Rome, le Cloaca Maxima, là, c'est quand même pas le Panthéon. Pour moi, c'est sur Sainte-Catherine, puis de mémoire, c'était dans l'énoncé de la ville. Ça n'a pas été assez repris par le jury, selon moi. Mais l'intersection entre Sainte-Catherine et Square Phillips, ça va être un endroit où on va découvrir plein de choses. On va avoir une perspective autre. Fait que oui, on peut prendre le temps, mais choisissons les bons moments pour que ça se passe assez vite, pour pas que M. Poulain vienne nous dire qu'il faut que ça accélère un peu parce qu'on commence à regarder trop dans les puits d'or. Bon, ici, on a une vedette, vous voyez, c'est formidable. Mais bon, tu voudrais intervenir sur ce point-là? Bien, oui, en fait, ce qui est amusant, c'est je référerai au colloque, en fait, Jean-Pierre Grunfeld, qui avait travaillé sur le chantier d'une des rues commerciales de Toulouse, avait mentionné que la première action qu'ils ont faite, c'est une action d'archéologie, en fait. C'était d'exposer les photos des conduites d'égout qui avait eu lieu pour faire comprendre aux gens le caractère essentiel du projet, en fait. Le fait de voir les vieilles égouts, c'est une façon de communiquer le besoin, l'ingénierie de la ville, et ça a permis d'accepter plus, de dire on n'a pas le choix, donc on communique sur le besoin en montrant la vieille infrastructure. Je pense que ça a été assez bien reçu cet été aussi, quand on a exposé à Pointe-à-Calière en fait les résultats du chantier. On a fait une petite expo. On pouvait voir le trou qui était à côté, donc sur Peel au bout de la place Douville, là, en fait. McGill, la rue McGill, oui, pardon, McGill et place Douville. Donc c'est un bel exemple où le chantier, dans ce cas-ci, il y avait de l'archéologie. On l'a sorti à côté, on l'a exposé en faisant quelque chose d'intéressant pour la ville. Donc oui, c'est possible. C'était un peu un chantier archéologique, il faut quand même préciser. Oui. Ils ne voulaient pas remettre l'égout. Il y a 30 ans, ils voulaient mettre un parking souterrain à cet endroit-là, puis on a réussi à bloquer ça. Mais moi, je dirais, j'insisterais sur le fait qu'il faut que ça prenne sa juste place dans les enjeux.
en pré-chantier, parce que je pense que c'est nécessaire, c'est un moment assez exceptionnel, là. Les sols vont se transformer, on peut révéler des choses. Mais le paysage d'information d'un chantier, c'est surtout s'assurer que les parcours soient simples, qu'on les comprenne, et surtout s'assurer de la visibilité des commerçants riverains. Il y a des chances sur Sainte-Catherine parce que c'est une des rares rues où est-ce qu'on peut avoir de l'affichage en hauteur. Ils vont pouvoir se débrouiller puis garder une certaine visibilité. On a une chance sur Sainte-Catherine parce qu'il y a un Montréal souterrain qui permet d'avoir des parcours contrôlés. Mais assurons-nous d'avoir une signalétique qui est capable de suivre ces circuits-là. Puis si on vient superposer trop de contenu, on peut créer une problématique, mais d'après moi, ça se gère dans les moments. Un moment de pré-chantier pour annoncer qu'est-ce qu'on pourrait découvrir sous les sols de Sainte-Catherine, oui. Puis il y a un moment post-chantier pour dire, regardez tout ce qu'on a vu, avec quelques interludes pendant le chantier, mais assurons-nous que la priorité, ça soit d'assurer que la vie de proximité soit maintenue. Les travailleurs sont là, vous pouvez trouver un commerce, puis c'est facile pour vous de vous repérer sur le kilomètre de ce projet-là. C'est ça la priorité. Sinon, le chantier se regarde le nombril, selon moi. Oui, mais tu l'as bien mentionné, André. Là, souvent, on a l'impression que c'est le plan Nord qui arrive en ville, là, parce que c'est des machineries gigantesques. Puis c'est un peu comme c'est presque comme des ambassades soviétiques dans le temps. Là, c'est extraterritorial. Là. C'est quoi le voisinage du chantier avec l'espace public? Alors, je pense qu'il y a eu des mentions ici dans la situation des... On a beaucoup discuté des rues. Hein, puis je mentionne Côte-des-Neiges parce que généralement, on ne va pas en parler de Côte-des-Neiges parce qu'il n'y a pas de commerce sur Côte-des-Neiges au coin de Cedar. C'est juste du monde qui habite là. Puis c'est pas loin de Westmount. Mais Côte-des-Neiges, c'est un noyau dans tout un réseau de déplacements. Il y a des chantiers qui s'en viennent à différents endroits. Alors peut-être qu'il y a une pensée quartier aussi. Le chantier dans le quartier, pas juste le chantier au centre-ville qu'il faut traiter. Mais je me demandais si... on avait mettons, comment est-ce qu'on... La question des voisins. Puis les projets privés. Est-ce que les chantiers, il y a des choses qui vous viennent sur les projets privés? Quand on s'est préparé, parce que vous savez, ça a l'air comme complètement improvisé, là, mais je ne veux pas dire que c'est scripté, mais on s'est déjà parlé. Mais ils ne connaissent pas les questions. Moi non plus, d'ailleurs. Mais on s'est dit, les chantiers... en Chine, par exemple, ou au Japon. Ça a été mentionné. Sur un échafaudage ou une palissade de chantier au Japon, vous avez un afficheur sur les décibels. Ce n'est pas les décibels l'an dernier, c'est les décibels en temps courant, là, en temps réel. Alors, les projets privés, les projets publics, on parle il y a plusieurs endroits où des chantiers, il y a une convergence de chantiers privés sur des sites et des chantiers, je parlais de la topophagie, des hôpitaux montréalais. Comment est-ce qu'on regarde ça, cette coordination? Je peux dire un mot là-dessus. Il y a eu beaucoup de chantiers privés ces dernières années au centre-ville de Montréal, autant des immeubles résidentiels que des immeubles commerciaux. Et en général, tous ces chantiers-là se font avec un minimum de désagréments pour l'environnement, pour les citoyens qui continuent à fonctionner autour. Et c'est souvent la ville qui impose ces contraintes aux chantiers privés de bien se comporter comme bons citoyens corporatifs et de respecter l'environnement. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est comment ça se fait que la ville n'applique pas les mêmes mesures, les mêmes normes à ses propres chantiers. C'est étonnant, hein? C'est très étonnant. Mais c'est le temps qu'on le fasse, parce que c'est ceux-là qui dérangent le plus, parce qu'ils sont sur le domaine public. Et ils sont... Tu sais, seulement un exemple, ce soir, là, vous êtes tous rentrés par la porte en avant, sur le McCord. Comment ça se fait que c'est rempli de cônes oranges? Ils sont là depuis les derniers travaux l'année passée. Tu sais, ça n'a aucune raison d'être. Ça traîne pendant des semaines. Et c'est ça qui est tellement désagréable, c'est de voir tout ce qui traîne autour d'un chantier. C'est peut-être une installation artistique. Hein? Ah, peut-être. Peut-être. Alors, mais est-ce que... Ben, oui. Non, mais il y a cette notion, c'est facile de
comme on a des grands défis avec l'architecture publique, parce que c'est plus facile de contrôler les propriétaires, les promoteurs, que de se discipliner comme corps public. On voit le domaine de la santé est un très bel exemple là-dessus. Mais est-ce que vous avez des expériences? Comment, quand on est architecte, puis quand on regarde ça avec un point de vue plus académique, la comparaison, comment est-ce qu'on voit ça, cette question-là? L'exemple que vous avez donné sur la Chine, je pense que c'est une bonne chose. C'est une façon de révéler dans l'espace des enjeux, des données sur le son, sur la situation actuelle qui font qu'on peut prendre conscience. Moi, ce que j'ai le plus apprécié en Chine, et encore là, c'est d'un point de vue de mise en espace, c'est une palissade de chantier pour un développeur chinois qui va s'installer sur une rue principale. C'est une opportunité d'installer 2 containers superposés qui deviennent un espace commercial temporaire avec peut-être, oui, un 3e container ou une affiche au-dessus de laquelle il va y avoir un bel habillage 2D. Mais la grande idée, d'après moi, dans ça, c'est d'avoir maintenu la continuité d'une rue. Lui, il va profiter de ça. Il va commencer à initier des usages. Il va amener sur une rue une nouvelle façon de la pratiquer, puis peut-être l'usage va changer, ou peut-être qu'on va donner une chance à un futur commerce d'y installer. On commence à regarder des pistes comme ça au futur centre-ville de Laval. Donc, ça peut être montréalais, mais des initiatives comme ça qui disent, bien, sur le territoire privé, c'est un îlot urbain, puis on commence à travailler des interfaces sans attendre l'inauguration de l'espace. Quand on est dans l'espace public, c'est une autre logique. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Pour amener une anecdote sur ce que vous dites sur la quantité de comptes qui sont installés, je me suis beaucoup battu contre ça au début de la rue Saint-Denis. Moi, je n'ai pas accompagné le chantier. J'étais en pré-chantier seulement en conception. Mais c'est des règles, des vieilles règles de la ville. T'es obligé, l'entrepreneur il est obligé d'amener la quantité d'équipements spécifié par lui-même et payé à lui d'équipements de signalétique. Fait qu'il est obligé le jour 1 de l'installer. Fait que là, vous envoyez le jour 1 au début du chantier. C'est une demande de la ville. Peut-être qu'il a été corrigé, heureusement. Sinon, vous allez en revoir. C'est là, ça attend, parce que c'est demandé que ça soit là au début du chantier. Les 50 comptes quand on a besoin de 3. Puis il faut que ça parte à la fin. C'est des décisions de design pour corriger ces choses-là. Ça viendrait, d'après moi, en faisant participer les architectes dans ce processus-là. Puis, sincèrement, le département d'infrastructure, grâce au bureau du design, a fait que sur Saint-Denis, c'était extrêmement intéressant. Là. Le travail avec les ingénieurs, le travail avec l'entrepreneur qui essayait d'améliorer ça, puis on découvrait ça. Bien, c'est spécifié par la ville qu'il faut qu'on les amène. Des choses comme ça. Donc, c'est un travail collectif, le projet de chantier. Est-ce que c'est pas un peu le synonyme du mot intelligence que tu dis? On parle de ville intelligente, ça nous aide au savoir où est la souffleuse, mais peut-être qu'on peut aller plus loin que ça. Sincèrement, il y en a. Il y a des contraintes, il y a de l'inertie, il y a des mauvaises habitudes qui sont prises, mais moi, j'ai travaillé avec du monde qui était hyper allumé, mais c'est juste qu'ils n'ont jamais rencontré le designer. Vous parliez du potentiel de ville UNESCO de design, ben c'est ça. Oui. C'était capable d'arriver puis de dire, ben ça serait intelligent d'aller asseoir des archis, des urbanistes, des designers avec l'ingénieur en infrastructure qui travaille là depuis longtemps. C'est ça qu'on est capable de changer. Un autre gros exemple, c'est une décision de la ville, selon l'entrepreneur, historiquement, qu'on ne commence pas par les trottoirs. On fait le milieu en premier parce que c'est plus facile administrativement. Mais si on commençait par les trottoirs, c'est là le plus vite on serait capable de restituer une surface noble pour le citoyen. Mais on ne le fait pas. Pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce que la ville trouve que dans l'administratif, ça a permis d'aller plus vite puis plus simple, de rester sur le milieu de la voiture puis restituer l'espace voiture en premier dans une ville qui va heureusement se transformer depuis les dernières élections pour se rapprocher de la vie de proximité. Il n'est pas juste sur les prochaines élections, il est sur les dernières aussi. Mais c'est juste qu'il faudrait éviter que les trottoirs magnifiques et nobles ensuite soient tout cassés par les machines. Il y a peut-être c'est une question d'hiver. Déneiger avec ce que vous avez vu, c'est une règle à la ville qui dit arrêtez de démolir puis conduire comme des fous.
démolir le mobilier urbain, démolir les bordures de trottoirs. Les arbres, tout ça. C'est Oui. des règles qu'il faut appliquer. Bon, on fera un échange urbain sur le déneigement un jour, j'en suis sûr. Patrick. Moi, je ne suis pas si sûr que ça, que les chantiers privés sont si bien gérés puis que la ville arrive. Ils sont bien gérés, ils sont même extrêmement bien gérés quand il y a des enjeux de marketing et de vente en grande partie. Parce que là, il y a une image qui est très, très forte. Mais je ne pense pas que c'est la ville qui impose l'aspect bien géré. C'est juste les normes de santé et sécurité sur les chantiers qui sont spécifiées. Donc, je pense que c'est important de montrer cet enjeu-là, un enjeu que la ville pense qu'elle n'a pas, l'enjeu de son propre marketing, quoique qu'on pourrait démontrer le contraire. Et il y a à venir de drôlement, sur cet aspect-là, de drôlement belles opportunités de projets pour les projets publics. On pense entre autres au chantier du MAC, du Musée d'art contemporain, qui arrive, qui va se vider complètement et qui a une occasion extraordinaire d'envoyer sur l'espace public certaines de ses œuvres, des expériences artistiques, et de faire sortir et de transformer le quartier pendant que c'est fermé. Ça aussi, c'est du design de chantier, c'est du marketing du musée qui va changer l'expérience de ses usagers, puis qui va peut-être s'ouvrir à de nouvelles clientèles. Donc, si on le regarde sous cet enjeu-là, peut-être que les projets publics auraient intérêt à se vendre, en fait. Bon, enfin, il y a Amélie qui a un micro. S'il y a des questions, vous savez, il y en a une là, et il y en a une... Bon, voilà, monsieur qui... S'il vous plaît, votre nom, d'abord. Mon nom, c'est Mark Beaton. Alors, j'ai un commentaire et une question. Premier commentaire à propos d'archéologie. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on trouve quelque chose de très intéressant dans ce tronçon-là de la rue Sainte-Catherine, antérieur à 1850. À moins qu'on trouve le vestige du village de Chalaga. Là, ça serait quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est Sherbrooke et Peel. Ah, c'est déjà trouvé? Ah, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Ben, ils n'ont pas à 100 en fait. OK. Et ma question, c'est ceci. Est-ce qu'il y a un moment, ou est-ce qu'on pourrait imaginer un moment, lors de la planification de ces chantiers, que ce soit public ou privé ou quoi que ce soit, un forum où les agents du design pourraient discuter avec ceux qui sont responsables des pépines puis du gravier, du moment où ça serait important d'avoir un élément de design qui respecte le citoyen utilisateur du secteur et aussi les résidents autour. Je ne suis pas certain qu'on fait cet échange-là avant même la première pelletée de terre. Puis est-ce que ça serait imaginable qu'on puisse l'avoir, ce moment-là, au début, puis qu'après ça, les décisions se prennent à partir du consensus qui a été créé par ce forum-là? Bon, ça rappelle un peu le pré-chantier dont tu parlais, mais je vais vous rassurer, parce que ça se fait, ça commence à se faire. C'est sûr qu'il y a tellement de chantiers en ce moment à Montréal qu'on pense qu'il n'y a rien qui se fait, mais ça commence à se faire. Je pense que l'exemple de la Terrasse Rouge en est un où tu t'es assis, somme toute, avec les gestionnaires du projet pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Le Saint-Denis, oui, c'était la rue Saint-Denis. Laurier-Ouest, c'est un autre projet public de rue où... Non, c'est la rue. On a refait les trottoirs puis la chaussée. Non, mais les chantiers privés, je ne suis pas certain qu'ils ont autant de concertation. Non, ça joue. Il y en a beaucoup. Là, on pense à Griffin. Mais en fait, encore là, c'est beaucoup d'investissements en marketing autour du chantier. Allez voir dans le Griffintown, il y a beaucoup d'investissements faits sur les palissades, le chantier du projet Arbora, par exemple, et tout en bois. C'est beau. Sur le projet de Terrasse Rouge, c'est ce qui était hyper intéressant. C'est comme un hasard de la séquence d'approbation du projet. Parce que c'est vraiment, tout le monde a été proactif. Puis le moment de chantier, l'idée de créer un mobilier qui allait accompagner le chantier, c'est venu, ça a été intégré au mandat de l'entrepreneur qui développait la rue. Puis on a eu la chance d'avoir un entrepreneur, oui, il était le plus bas soumissionnaire, mais il était surtout extrêmement collaboratif. Puis c'est avec lui qu'on a essayé de dessiner, parce que c'est lui qui devait le déployer. On a dessiné un équipement qui était en ligne avec son approche de tirer des tuyaux, développer. Puis il a été capable de déployer 1 kilomètre d'aménagement en à peu près 12 jours. Puis c'était des segments de 4 jours. C'est la société de développement qui disait on arrête entre-temps, qui n'était pas une mauvaise idée. Mais lui, il était capable de le déployer. Mais c'est en travaillant avec eux.
C'est sûr que si on ne challenge pas des gens, ils ont leur habitude. Moi, je trouve que l'image du camion dans les forêts, ben, c'est parce qu'il n'y a personne qui a expliqué à quelqu'un que c'est pas la 116, c'est pas l'autoroute 30, puis c'est pas dans le bois, c'est en ville. Je pense que si on s'assoit avec eux, il y a ces moments-là qui fonctionnent bien, il y a un intérêt. Les ingénieurs de la ville, ils ont une ouverture. C'est sûr que ça les angoisse parce on vient perturber toutes les choses. Mais vraiment, là, l'entrepreneur qui était là puis les ingénieurs qui étaient sur Saint-Denis, c'était exceptionnel. L'immense erreur de Saint-Denis, c'est qu'il n'y a pas eu de design pour changer la rue Saint-Denis, fait que c'est revenu à l'origine. Ça, c'est l'erreur, mais dans le processus de transitoire, d'après moi, il y avait quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé. Puis c'était une initiative qui n'était pas prévue d'origine, c'est ça qu'on a compris. Là, c'était... C'est vraiment... je suis rentré, j'allais voir... moi, je suis un riverain, un citoyen, puis là, j'ai dit, il faut qu'il se passe quelque chose là. Il y a des démarches qui étaient en cours au bureau du design, mais il n'y avait rien qui était prévu à cet endroit-là, puis on allait foncer dans le mur. Les colloques, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Puis il y a eu une interaction où ça a bougé vite. C'est passé d'un projet de design industriel qui était intéressant pour améliorer certains mobiliers avec Véronique Rioux à vraiment une implication de tout le monde. Les commerçants, la ville, l'entrepreneur. Mais ça a levé. Mais en mars, il n'y avait pas de projet d'aménagement de chantier. En août, il y en avait un déployé, puis c'est pour ça que c'était en retard. Mais financer, concevoir, installé en 8 mois ou 6 mois, je pense que c'était un tour de force. Et ça a pu se faire parce que c'était Saint-Denis, qui est quand même un grand monument de la trame commerciale montréalaise. Faudra voir, pour Saint-Hubert, j'espère qu'ils vont tirer certaines leçons de ça avec la marquise. Mais on regardait dans les archives de la presse l'an dernier les photos d'installation du métro dans les rues des quartiers montréalais. Tout le monde était comme ci, comme ça, mais finalement, ça a passé parce qu'il y avait effectivement un chantier héroïque. Le métro de Montréal, là, c'est pas juste du condo, là, c'est pas juste du tuyau de la Calvette, là, c'est un grand chantier de la Révolution tranquille. Mais comment est-ce qu'on a cette approche dans une trame résidentielle? Parce que il est vrai qu'il y a des égouts sous les artères commerciales, mais il est vrai qu'il y en a en dessous des rues résidentielles. Comment est-ce qu'on verrait ça? Parce que cette question, c'était par rapport à Griffintown, qui a été évoquée, mais c'est aussi par rapport à des chantiers où on va devoir faire des choses dans les quartiers résidentiels. Est-ce qu'on a un point de vue là-dessus, là? Patrick? Comment l'Académie, l'université nous éclaire au complet? C'est toi le seul représentant. Je vais faire plutôt la référence à la pratique de la ville en ce moment qu'à la pensée réflexive, mais le petit infobox que j'ai montré en photo tout à l'heure, il s'inscrit dans une initiative qui n'a pas seulement l'infobox. Et c'est ça qui est intéressant de ça. C'est une initiative qui vise à établir un mobilier générique pour tous les chantiers à Montréal et créer donc des habitudes de reconnaissance de c'est quoi la signalisation. Donc, plutôt que d'avoir n'importe quoi, donc tous les petits chantiers réguliers, d'avoir toujours le même mobilier qui s'y installe, les mêmes programmes de signalétique qui sont adaptés et donc qui influencent l'entrepreneur qui doit le gérer, qui lui dit comment le faire. Donc ça se crée... En ce moment, c'est juste l'infobox. C'est petit comme initiative, mais ça a un potentiel de déploiement dans l'ensemble des petits chantiers montréalais qui est assez intéressant. Puis s'il se met à terme, si la vision municipale le porte et le pousse, va un peu peut-être être très novateur sur... Est-ce que l'inspecteur général est d'accord avec ça? Parce que des fois, ça donne l'impression que c'est un grand mandat, un monopole là, qui est donné. Là. Une fois que le truc est conçu, il n'y a pas des contrats donnés à chaque fois. Là. Il est conçu, c'est fini. Moi, je pose la question parce que c'est des fois des facteurs mystérieux, mais qui apparaissent, surgissent. On a vu on n'a pas d'aménageur général de Montréal, mais on a un inspecteur général, ce qui fait que des fois, c'est le 8,5-14 qui domine sur la substance du dessin qui est sur la feuille. Là, est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous viendraient de notre auditoire? Ici, in medio stat virtus. Merci. Bonsoir. Alors, je vais faire un peu la remarque typique de la touriste. Et vous êtes? Alexandra. Bon. Donc, un peu la remarque de la typique touriste parisienne qui arrive à Montréal. Je trouve que d'un côté, quand on arrive à Montréal, c'est plutôt une bonne chose de voir des travaux.
surtout quand on vient de Paris, qui est considérée comme la ville-musée. Parce qu'au moins, c'est une ville, voilà, on dit que c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui avance et qui fait des aménagements. Après, moi, je sais que ça, il me venait à l'idée quelque chose, quand on parlait surtout du MAC avec les travaux qui vont arriver, c'est que je sais qu'en France, on a ce qu'on appelle le 1% artistique, c'est-à-dire que quand des travaux, que ce soit publics ou privés, sont faits, normalement, il est obligatoire de dédier 1% du budget des travaux à un projet artistique, c'est-à-dire de mettre en avant un projet artistique ou culturel sur n'importe quel domaine artistique. Alors, est-ce que ce ne serait pas justement l'occasion de proposer quelque chose du même style pour faire des projets de design autour des travaux? La question est claire. Hein? Touriste parisienne, que vous avez sorti de la neige pour venir jusqu'ici, on félicite. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas voir des écureuils, mais il y en avait sur le chantier du Square de Chelsea. Voilà. Alors, ici, une question claire, 3 intervenants, donc 3 réponses claires. Moi, c'est sur l'espèce de ligne qui existe entre l'art et le design. En ce moment, on fait une résidence d'architecte en France, et puis on insiste sur le fait que c'est pas une résidence artistique. L'artiste, il peut faire une intervention, il n'est pas redevable de faire une transformation significative. En design, je pense qu'on a le devoir de faire une transformation significative. Je pense que c'est, si je vous ai bien compris, parce que vous avez vraiment un très gros accent. Je dis ça à chaque fois que je fais une conférence en France. Le 1% artistique qui serait dédié au projet permanent, le transformer en 1% de design de transitoire, je pense que ça pourrait être intéressant. D'après moi, ça prend un peu plus que ça pour les budgets. Mais c'est quand même une démarche qui est intéressante. Puis oui, il faut y placer des budgets. Ça vient souvent, pourquoi on n'attend pas l'inauguration puis on ne met pas tous les sous? Pourquoi on dépense 500 000 maintenant? On pourrait le faire à la fin. Si on investit maintenant, on va être capable de s'assurer que la vie de proximité a été maintenue, que les riverains sont là, puis que les citoyens, vous parlez d'intervention dans le résidentiel. C'est une aberration de faire la transformation de la station Mont-Royal en considérant que ça arrête à la limite du chantier. Il faut que ça remonte jusqu'à Rachel parce qu'il y a du débordement qui va faire qu'une rue résidentielle va devenir une rue de transit. Puis c'est là où il faut investir beaucoup. Sur les autres, faisons le minimum, mais ça prend 1%, 2%, 3%. Moi, je suis d'accord que ça soit formalisé. Ce qu'on retient, l'idée, c'est est-ce que ça doit être intégré au budget. C'est-à-dire que le chantier, c'est pas juste des palissades en 4x8, en contreplaqué, je ne sais pas quoi, là, mais il y a quelque chose de plus. Réponse claire à une question claire. Patrick. Je pense que la préoccupation pour l'usager doit être inscrite au projet du chantier. Et ça, oui, je pense que c'est clair. Est-ce que le 1% est la bonne réponse? Je ne sais pas. Chaque projet va avoir sa propre logique. Des projets plus grands versus les projets réguliers, je pense que ça n'a pas la même résonance, ça n'a pas le même impact. Est-ce qu'on veut valoriser de l'animation? Est-ce qu'on veut pas avoir d'animation, en fait, ou c'est juste l'usage courant de la ville? Ça aussi, ça a de l'impact sur les budgets. Donc, l'inscription formelle de la préoccupation et de la sensibilisation à la gestion du chantier doit l'être. Un indice citoyenneté là-dedans. OK. André est à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire celle qui est souvent proche de l'endroit des gens qui payent leur compte de taxes sur la rue en question. Mais je ne veux pas le disculper, mais il y a quand même une expérience formidable à laquelle on est très heureux, Héritage, d'avoir contribué. Le McCord participe à sa mise en valeur. C'est l'avenue McGill College. En 1984, McGill College devait y avoir un centre commercial installé dans plein milieu, des pétitions signées pour sauver la vue sur la montagne. Héritage a demandé que ce soit classé comme un objet patrimonial, cette perspective. Et ce qui s'est développé, c'est un partenariat des riverains qui a servi de modèle ensuite pour le quartier international et par la suite pour le quartier des spectacles. Donc, on voit comment Montréal, il y a des cycles, il y a des générations de bonnes idées. Mais ça a permis d'établir un contrôle de ceux qui avaient une fenêtre sur l'espace public par rapport à la qualité d'aménagement du domaine public. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être associé pas juste aux résultats, mais au chantier? Qu'est-ce que tu en penses, André? Est-ce que la destination au centre-ville?
Je ne veux pas te demander un chiffre, mais le concept que, dans le fond, il y a une espèce de partenariat pour le succès d'un chantier. On s'éloigne de la question de madame, mais... Oui, mais ça, c'est moi qui gère ça. Là, je C'est parce que ta question est un peu moins claire que celle de madame. Mais elle est tout aussi pertinente. Sûrement, si on peut la décoder. Non, mais est-ce que, par exemple, 1 si on prend la question de madame, c'est est-ce qu'on ne devrait pas un 1 dans les budgets de chantier pour les questions de design? Et on comprend qu'il y a un débat. Est-ce qu'un artiste, un architecte, un designer, est-ce que c'est les mêmes castes dans une société qui est capitalisée? Tout ça, là, on fera un autre débat là-dessus. Oui. Regardez le métro du collège, hein, avec la colonne ionique, l'architecte s'est battu pour que l'architecture soit reconnue au titre du 1 C'est quelque chose, ça ne s'est pas répété. Mais, donc, ça, c'est une question claire. Mais la question, si tu permets, je vais t'aider à la comprendre. C'est est-ce que ce montant de 1 pourrait être l'objet d'un partenariat entre les riverains et les institutions municipales pour assurer... Monsieur, tantôt, parlait d'un forum. C'est pas une mauvaise idée. Au moins, le Canadien gagnait dans le forum. C'est un autre sujet. J'en conviens. Mais un partenariat comme ça, généralement, ça permet de contrôler le résultat à deux. On parlait d'avoir 2 mains sur le volant, mais des fois, à 2, pour savoir où est-ce qu'on va, on n'oublie pas le chemin. Ça aide. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu plus clair? Ouais, non, c'est la question de financière. Qui finance tout ça? Parce que, oui, c'est bien beau d'investir, mais ultimement, là, il y a des gens qui payent. Et ceux qui payent, ce sont beaucoup les commerçants et les autres installations au centre-ville. Oui, même à l'échelle de Montréal. On a l'impression de payer beaucoup déjà. Alors, il ne faudrait pas... Je ne sais pas si ta question visait la question financière, mais il ne faudrait pas nous demander une contribution additionnelle. C'est déjà énorme. Le coût de faire des affaires à Montréal est très élevé. Le coût de loyer, mais le coût de taxes, et encore une fois, dans le dernier budget, on a une augmentation importante des taxes. Oui, on a entendu parler de ça. Alors, ben, c'est ça. Mais c'est important, cette dimension-là. Mais moi, je reviens à madame. 1 oui, qu'on consacre à l'art ou au design, mais personnellement, je préférerais que ce soit dans l'après-chantier, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut bénéficier pendant des années, plutôt que dans le temporaire, durant le chantier. Si on a un arbitrage à faire, bien sûr que s'il n'y a pas de contraintes budgétaires, oui, pendant et après et encore. Mais je pense qu'il y a des limites budgétaires. Il ne faudrait pas que ce qu'on consacre pendant le chantier nous prive de pouvoir faire des choses extraordinaires qui vont durer après le chantier. Sans attendre. Donc, tu parles d'un investissement sur la durée. Tout à fait. Hein, plutôt que sur l'endurée. Jean et Patrick, on est en train de clore, là, parce que les gens attendent leur 5 à 7. Moi, la question du budget revient souvent. Est-ce qu'on investit ou non? Mais pour moi, le prix à payer d'attendre. Que le maire inaugure le nouveau musée, que le maire inaugure la nouvelle rue restituée à l'origine, ou les maires. C'est rendu la mairesse maintenant. Je te signale. Là. Oui, c'est vrai. Et je voulais montrer que je suis neutre. OK. Donc, attendre l'inauguration de la mairesse et de la première ministre du Québec d'un lieu, c'est compromettre la qualité de vie de cet espace-là, compromettre les usages, puis compromettre l'espèce de continuité. C'est pas vrai que la rue Mont-Royal a une architecture exceptionnelle. Ce qui est exceptionnel de Mont-Royal, c'est son usage, c'est ses riverains, c'est le fait qu'elle est utilisée. Il faut maintenir ça. Ouais. Puis quand on se fait dire « attendons le budget », attendons de le mettre dans le permanent, c'est là où on paye un prix. De l'expérience de Terrasse Rouge qu'on ramenait, c'est... Si vous ramenez ça après que ça soit revendu à peu près 150 000, 200 000, le coût de la Terrasse Rouge dans ces temps. Si on divisait par le nombre de commerçants, ça revenait à 3 $ par commerçant pour la durée de l'intervention qui leur servait à accumuler des fonds. Pour dire, bien, il y a plus de gens qui viennent avant le chantier, puis après, bien, on a un fonds de commerce, on peut passer à travers. Une exemption de taxe de 3 $ par jour, d'après moi, c'est beaucoup moins efficace qu'une conception des aménagements transitoires. Investissons, comme c'était l'intention de faire dans Sainte-Catherine,
sur les espaces publics pour être sûr que tout le monde a la même superficie, noté. puis on va y arriver. Oui. Patrick? Rapidement, si on regarde les autres exemples, notamment sur Notre-Dame-Ouest, c'est la ville qui a payé les interventions villes, l'infobox, tout ça. C'est la SDC qui a payé l'intervention artistique en collaboration avec Art Souterrain. Donc, c'est un partenariat à deux. Okay. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui marche le mieux. Peut-être qu'il y a des formules, puis je vous disais, il y a des rendez-vous qui s'en viennent. Peut-être qu'il y a des endroits où on peut placer cette idée, parce qu'effectivement, ajouter... Ici, on a un grand talent, c'est-à-dire que 1 ça peut créer un ralentissement sur un système de 150 % Alors, des fois, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Alors, peut-être qu'il y a de l'imagination à mettre sur le tableau Excel, sur le design, sur le facteur social de l'espace. Et moi, je voudrais, dans cet esprit d'espace social, nous inviter collectivement à poursuivre à côté, en vous invitant à remercier nos 3 intervenants, Jean Baudouin, Patrick Marmen et André Poulain. Merci beaucoup.